remercie de l'invitation. Merci de me donner l'occasion de partager avec vous ce bilan qu'on m'a demandé de vous préparer. Et comme ça arrive souvent à la période des impôts, quand on fait le bilan, des fois c'est souffrant un peu. Et je suis donc sorti de l'exercice à la fois revigoré, mais en même temps aussi préoccupé de trouver le chemin, parce que les pistes me semblent assez brouillées. Je vais commencer d'abord par vous dire ce que je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas que la souveraineté est plus nécessaire que jamais. C'est devenu à la fois une ritournelle, mais aussi un constat absolument indiscutable. Pour moi, comme pour beaucoup de Québécois, l'indépendance, c'est une exigence existentielle. Un peuple se gouverne ou il est gouverné. On ne peut pas être un peu enceinte. Donc, la chose étant entendue, on ne discutera pas de savoir si c'est nécessaire. Si on pense que ce n'est pas nécessaire, c'est de consentir à se laisser gouverner par d'autres. C'est un consentement qu'il faut combattre, me semble-t-il, au nom de notre adhésion au principe de la liberté et de la justice. Parce que se faire gouverner, c'est aussi s'exposer à subir l'inimité, à subir l'injustice. Ceux qui prétendent que le Québec n'est pas une société dominée parce qu'on ne met pas encore le monde en prison, on ne torture pas, sont en fait des gens qui produisent un écran de fumée. Parce que la domination, quelles que soient ses formes, se joue pour l'essentiel sur une chose, sur la capacité qu'on peut, par un État, infliger à une société des orientations qu'elle ne choisit pas. Une société dominée est une société qui ne choisit pas ses orientations. Et à cet égard, même si nous ne sommes pas l'Égypte ou la Jordanie, le Québec reste une société dominée. Ceux qui veulent nous dire que accepter notre condition de minoritaire et nous en faire un projet politique, c'est-à-dire ceux qui soutiennent encore notre adhésion au Canada, vont à l'encontre d'une vérité élémentaire que tous les peuples de la planète connaissent. La minorisation n'est pas une loi de l'État. Nous serions le seul peuple au monde à qui la mise en minorité profiterait. C'est évidemment une aberration politique. Je ne vous dirai pas non plus donc, que la souveraineté est une idée dépassée, comme vous le lisez régulièrement dans les journaux, vous l'entendez régulièrement. Parce que, évidemment, la vérité, c'est que des indépendances, il y en a de plus en plus, et non pas de moins en moins. Il y a de plus en plus de pays, et il n'y a pas non plus beaucoup d'exemples de pays qui ont renoncé à leur indépendance. Si l'idée était dépassée et condamnée à s'étirer, ça se saurait ailleurs dans le monde. Le seul endroit où on peut dire ça et continuer de se faire prendre au sérieux, c'est à Radio-Canada. Okay. Je ne vous dirai pas non plus que nous avons besoin, pour relancer le combat souverainiste, d'un nouvel argumentaire. D'abord parce que dans le mot « relance », il y a déjà le consentement à un constat qui est celui que ça fait déjà tomber dans l'immobilier. Nouvel argumentaire, non pas parce que je rejette la nécessité du dialogue politique, non pas parce que je néglige le devoir qu'ont les militants et les élus et les partis politiques de convaincre leurs citoyens en utilisant des arguments rationnels et en recourant aux mécanismes usuels de la démocratie, c'est-à-dire le débat et la confrontation des idées, mais parce que je pense tout simplement que la question d'un argumentaire à renouveler est une question secondaire. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutile,
secondaire, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour que le combat politique soit fructueux. Bien sûr, c'est évident que nous avons besoin de faire comprendre à nos concitoyens comment fonctionne le politique. Or, là-dessus, on s'entend, la majorité de nos concitoyens ne démêlent plus du tout l'ordre constitutionnel canadien. Si vous vous promenez dans la rue et vous demandez aux gens quelles sont les grandes lignes du partage du pouvoir entre Ottawa et Québec, les gens sont tout mêlés. On n'enseigne plus ça dans les écoles depuis 50 ans, 40 ans. Et ce n'est même plus utilisé par les politiciens eux-mêmes comme argument, comme organisation de l'exposé. Alors, les gens ne comprennent pas ce que Ottawa fait dans la santé, pourquoi il y a 2 ministères de l'agriculture, qu'est-ce que le fédéral fait dans le financement des universités. Plus personne démêle ça. Ce qui rend très difficile, on s'entend, le discours sur l'indépendance, puisqu'on ne sait plus où on dessine les clôtures. On ne sait plus qui empiète sur quoi. Le problème, c'est que même si c'est nécessaire, ce n'est pas suffisant. Et c'est un défi de trouver une autre manière de porter ces choses, parce que les politiciens, au Québec, comme ailleurs en Occident, jouissent, si on peut dire, d'un discrédit et d'un déficit de crédibilité croissant. C'est un problème démocratique. Les gens ne croient plus ce que les politiciens disent. Et plus encore, les gens délaissent la politique, cessent de s'y intéresser. C'est une attitude dangereuse, on en convient, mais il faut constater les choses. Nous avons, à la dernière élection, assisté à un phénomène d'érosion de la participation au vote qui est extrêmement inquiétant. 40 quelques pourcents des gens sont restés chez eux. Alors, ces mêmes gens qui râlent sont ceux qui ne vont pas voter, soit parce qu'ils ne trouvent plus dans le politique une réponse à leurs questions, soit encore parce qu'ils croient, et ça c'est encore plus grave, que ça ne sert à rien, que ça ne changera rien de participer à ces institutions. Cette question du déficit de crédibilité des partis politiques et des politiciens en général, elle est beaucoup plus grave pour le Parti québécois. Parce que, essentiellement, c'est un parti qui a pour objectif, du moins formellement, de casser un régime, de sortir du Canada. Et donc, quand on se fait pas prendre au sérieux avec la proposition principale, on a comme une sacrée côte à remonter. Et pour moi, c'est la première chose qu'il faut prendre en considération dans notre analyse, c'est la contradiction terrible que le sondage que le Bloc a fait, c'est le printemps dernier, a révélé. Et pour moi, toute analyse qui néglige ce constat-là est dans le champ. Et ce constat, il était épouvantable. Une grande majorité des gens pensent que l'indépendance du Québec est faisable, qu'elle est souhaitable, mais près des 2 tiers des répondants disaient « ça se fera pas ». Okay? Alors là, il y avait dans ce « se fera pas », il y avait 2 éléments fondamentaux qu'il faut démêler absolument. Le premier, c'est effectivement le discrédit qui est porté sur l'ensemble de la classe politique, qui pète le brou, qui fait rien, qui ne changera rien, etc. Vous connaissez, vous entendez comme moi ces arguments-là. Mais le deuxième est beaucoup plus inquiétant. C'est de la part des militants souverainistes indépendantistes l'admission d'un défaitisme. Or, le défaitisme en politique, c'est une chose extrêmement difficile à combattre. C'est comme boxer avec son ombre. Alors, pour bien comprendre comment on peut détricoter ça, je pense qu'il faut revenir brièvement sur ce qui s'est passé depuis 1995. En gros, disons que
si on veut porter un jugement lapidaire sur le Parti québécois depuis les 15 dernières années, disons que c'est un parti dominé par les velléitaires, mais gardé en vie par les indépendantistes. Ce sont les indépendantistes qui tiennent vivant cette carcasse, alors que le parti non élevable de son élite est prêt à farfiner continuellement avec l'option. Chez les péquistes, en règle générale, ce constat-là se traduit par une attitude, à mon avis, antipolitique. Une attitude qui est de se mesurer et de peser la conviction à l'once. Hein? Ah, un tel, es-tu vraiment souverainiste? Il est-tu un peu, modérément, passionnément? Cette idée que ça se mesure au niveau et à l'intensité de la profession de foi, à mon avis, est antipolitique. Parce que, dans le fond, ce n'est pas une affaire de conviction. C'est sûr que c'est un prérequis, mais ce n'est pas le moteur de la cause. Un parti politique et la politique, c'est une dynamique de force. Et les forces sont définies par le cadre stratégique dans lequel on opère. Et, essentiellement, les velléitaires, les mous, si vous voulez, du PQ, ont la dragée haute pour une raison bien simple. C'est que ce parti continue, en dépit de tous les signaux que lui renvoie la réalité, continue à maintenir l'étapisme au cœur de sa stratégie. C'est un parti qui tient la souveraineté dans les limbes. En fait, pour le dire crûment, je crois que l'indépendance est devenue une idée orpheline. Pas parce qu'il n'y a pas personne qui y croit, pas parce que ceux qui la défendent sont des hypocrites, pas du tout, mais essentiellement parce que c'est une idée qui n'est pas servie par une politique. C'est une idée qui est dangereusement servie par la rhétorique. Or, en politique, la rhétorique, c'est une arme. Et c'est un danger. Mais ce n'est pas la condition déterminante de l'issue d'un combat. Je vais essayer de vous démontrer ça. Pour l'essentiel, si on résume très brièvement ce qui s'est passé depuis 15 ans, les indépendantistes ont perdu l'initiative historique. Avec le référendum de 1995, volé, maintenant, on commence à le dire un peu plus ouvertement, même dans les cercles officiels, mais volé à sa face même dès la fin de semaine du 29 octobre, c'était comme évident. Mais la démission de Jacques Parizeau a empêché de faire le débat. Et il n'y a jamais eu, au Parti québécois, c'est quelque chose d'aberrant, il n'y a jamais eu de véritable bilan de l'opération. Il n'y a jamais eu de bilan de post-référendaire. Il y en a eu un à Ottawa, par exemple, et tout un. Essentiellement, à Ottawa, on était convaincu que Lucien Bouchard allait relancer le combat pour l'indépendance dans l'année suivant le référendum. À Ottawa, on était convaincu qu'en 1996, ça y était. Et ça, c'est pas une invention, là. Le cabinet fédéral s'est réuni pendant 3 jours. Et dans cette réunion-là, on est tellement convaincu que Bouchard et les péquistes vont remonter au front. Les fédéraux, ils savaient ce qu'ils avaient fait, eux, et ils savaient que si ça se rendait public, ils étaient sur la défensive pour une certaine campagne. Alors, force est de constater que Bouchard s'est écrasé. Il a gaspillé la conjoncture référendaire. Et il a donné au gouvernement fédéral tout le champ libre. Et il ne s'en est pas privé. Essentiellement, la riposte du gouvernement fédéral va s'ordonner sur 3 fronts qui vont être menés tambour battant à un rythme d'enfer. C'est dans les documents